Vous écoutez On lit pour vous. Voici à partir de quelle température votre chat commence à souffrir de la chaleur selon les vétérinaires. Un texte de la rédaction paru le 28 juillet 2026 dans Futura Science. Votre chat adore lézarder au soleil ou se coller au radiateur, mais jusqu'où peut-il supporter la chaleur ? Contrairement aux idées reçues, les félins ont bel et bien leurs limites et les dépasser peut virer à l'urgence vétérinaire. Voici les signes à repérer et les bons réflexes. Si vous retrouvez souvent votre chat en train de se dorer près de la fenêtre ou endormi sur une terrasse ensoleillée, vous vous demandez peut-être s'il lui arrive d'avoir trop chaud. Les chats aiment effectivement la chaleur. La plupart préfèrent des températures situées entre 24 et 27 degrés Celsius, comme l'explique la vétérinaire Sarah Cortright. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils y soient insensibles et les fortes températures peuvent entraîner de véritables risques pour leur santé. Comment un chat se rafraîchit ? Un chat en bonne santé cherchera un endroit plus frais s'il a chaud, explique le docteur Preston Turano, vétérinaire. En revanche, les chats âgés et ceux qui souffrent de problèmes de santé auront peut-être besoin d'aide pour se mettre au frais. Nos félins disposent de plusieurs techniques. La première est la toilette. La salive qui s'évapore produit un effet rafraîchissant, exactement comme la transpiration chez l'humain, détaille Sarah Cortright. Ils utilisent aussi la conduction thermique en s'allongeant sur des surfaces froides, comme le carrelage ou le fond d'une baignoire, qui absorbent l'excès de chaleur. Les signes qui doivent alerter. Un chat qui commence à souffrir cherchera naturellement l'ombre, mais certains signaux montrent qu'il n'y parvient plus, et le premier d'entre eux est sans ambiguïté, le halètement. Une respiration haletante n'est pas un comportement normal chez le chat. Si votre chat halète ou respire par la bouche, peu importe ce que dit le thermomètre, c'est qu'il a trop chaud. Met en garde le docteur Turano. L'hyperthermie s'accompagne de signes reconnaissables, halètement, respiration bouche ouverte, pattes moites et léthargie. Si vous les remarquez, le vétérinaire conseille de rentrer le chat dans une pièce fraîche, de lui donner à boire et de placer une serviette humide sur son dos, s'il accepte. Si les symptômes persistent malgré le déplacement au frais, il faut contacter un vétérinaire sans tarder. Le coup de chaleur, une urgence absolue. Lorsque le chat ne parvient plus à faire redescendre sa température, le coup de chaleur menace. Les principaux signes sont sans équivoque, démarche chancelante, trébuchement, chute, vomissement, diarrhée, voire perte de conscience. Face à l'un de ces symptômes, il n'y a pas à hésiter. Il faut emmener l'animal immédiatement chez le vétérinaire car il s'agit d'une urgence médicale. Attention aussi aux coups de soleil, possibles même par température modérée. Ils apparaissent surtout au bout des oreilles et autour des yeux et du nez, les chats au pelage blanc ou clair y étant particulièrement sujets. Rougeur, douleur, saignement, ampoules ou gonflement doivent alerter. Les chats les plus vulnérables. Tous les félins ne sont pas égaux face à la chaleur. Les chats d'extérieur ont moins de contrôle sur leur environnement et pas toujours accès à l'ombre ou à l'eau, souligne Sarah Cortright, tandis que les chats d'intérieur bénéficient plus facilement d'espaces climatisés, à condition de disposer d'une pièce bien aérée et d'eau à volonté. D'autres facteurs entrent en jeu. Les chats au pelage épais souffrent davantage de la chaleur, quand ceux à poils ras ou sans poils sont plus exposés aux coups de soleil. Les chatons et les chats âgés régulent moins bien leur température, tout comme les animaux en surpoids. Enfin, les chats atteints de maladies cardiaques, rénales ou de troubles respiratoires supportent moins les températures élevées et doivent être gardés au frais avec de l'eau fraîche, en abondance. Ce que fera le vétérinaire. Consultez sans attendre si votre chat présente les signes d'un coup de chaleur ou si une hyperthermie ne s'améliore pas après l'avoir installé au frais. Le vétérinaire vérifiera sa température et ses symptômes pour choisir le traitement adapté, une approche courante consistant à administrer des liquides par voie intraveineuse pour l'hydrater et faire baisser sa température.
D'autres soins peuvent s'avérer nécessaires selon la gravité et la durée de l'épisode, précise le docteur Turano. Des examens complémentaires peuvent être prescrits pour vérifier qu'aucun organe n'a souffert et une hospitalisation reste possible jusqu'à ce que la température redescende. Des séquelles possibles. Mal pris en charge, un coup de chaleur peut laisser des séquelles durables, voire mortelles. Il peut provoquer la formation de nombreux caillots sanguins susceptibles d'endommager les organes avec un risque vital et des problèmes permanents chez les survivants, explique Sarah Cortright. Les reins et le cerveau sont également menacés. Coups de chaleur et déshydratation peuvent entraîner une insuffisance rénale aiguë, puis une maladie rénale chronique nécessitant un suivi à vie. Des températures très élevées peuvent aussi provoquer un gonflement du cerveau et des déséquilibres électrolytiques déclenchant des crises convulsives. Si elles ne sont pas prises en charge rapidement, ces crises peuvent entraîner des lésions cérébrales durables ou des troubles neurologiques chroniques, avertit la vétérinaire. Les bons réflexes pour le protéger. Quelques gestes simples limitent les risques. Veillez à ce que votre chat ait toujours accès à de l'eau fraîche en abondance, une fontaine à eau étant idéale pour ceux qui rechignent à boire. Fermez les rideaux aux heures les plus chaudes et utilisez ventilateur ou climatisation si nécessaire. Aménagez aussi son environnement. Mettez à sa disposition plusieurs espaces frais, avec serviettes humides ou tapis rafraîchissants. Toilettez-le régulièrement pour éliminer l'excès de poils et appliquez une protection solaire adaptée aux animaux sur les zones exposées. Gardez-le à l'intérieur aux heures les plus chaudes, installez des parasols pour créer de l'ombre dehors et proposez-lui de la nourriture humide plutôt que des croquettes afin de favoriser son hydratation. Cet article livre des repères généraux et ne remplace pas un avis vétérinaire. En cas de doute sur l'état de votre chat, seul un vétérinaire peut poser un diagnostic et adapter la prise en charge. C'était « Voici à partir de quelle température votre chat commence à souffrir de la chaleur, selon les vétérinaires », un texte de la rédaction paru le 28 juillet 2026 dans Futura Science. Un problème de moustiques dans l'Arctique. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juillet 2026 dans la presse. Le réchauffement de la planète fait exploser le nombre de moustiques dans l'Arctique. L'absence de programme de surveillance complique la réaction de la santé publique à ce changement. Déjà, de nouveaux virus font leur apparition. Islande. En octobre 2025, la nouvelle est tombée. Le moustique est arrivé en Islande. L'île européenne était l'un des derniers endroits au monde exempts de ce fléau. Maintenant, seul l'Antarctique peut se vanter de ne pas avoir de moustiques. L'apparition du moustique en Islande illustre bien le problème grandissant que l'Arctique va avoir avec les changements climatiques, explique l'entomologiste Lauren Culler du Dartmouth College au New Hampshire, qui est l'une des co-auteurs d'un essai sur le sujet, publié en avril 2026 dans Science. Les moustiques sont déjà bien présents en Arctique, mais de nouvelles espèces porteuses de virus détropiques vont y arriver. On manque cruellement de données sur le sujet. L'Islande était épargnée par les moustiques à cause de sa latitude nordique et de son statut insulaire. Parfois, on trouvait des moustiques morts dans les avions, mais jamais dans la nature, dit Mme Culler. Il faudra confirmer cet été que cette espèce de moustique est bel et bien implantée en Islande, mais comme elle vit à des latitudes similaires et qu'on a trouvé un mâle et une femelle, c'est à peu près certain. L'espèce en question, Coulizeta annulata, vit dans les régions arctiques européennes. Pour le moment, elle n'est pas liée à la transmission de virus, mais le virus responsable de l'encéphalite japonaise peut vivre dans sa salive. Nunavik. Le problème est criant au Nunavik,
selon Caroline Villeneuve, qui fait partie du programme des Sentinelles du Nunavik de l'Insectarium de Montréal. On a détecté un virus, celui du Jamestown Canyon, dans les moustiques, à Coudjouac, dit Mme Villeneuve. Mais il y a vraiment un manque de données. On essaie d'établir des données de base, baseline, pour pouvoir détecter des changements dans l'avenir avec les changements climatiques. Le virus de Jamestown Canyon ne provoque généralement pas de symptômes chez l'humain, mais peut, dans de rares cas, entraîner des encéphalites graves. Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Neurohospitalist, de 10 à 75 cas sont détectés chaque année aux États-Unis, mais ces auteurs préviennent qu'il s'agit vraisemblablement d'une sous-estimation liée à sa rareté. Éventuellement, dit Carole Anne Villeneuve, d'autres types de moustiques vont venir au Nunavik avec les changements climatiques et vont transporter des virus comme celui du Nil occidental. Les populations inuites n'ont aucune immunité pour ça, c'est un danger réel. Fin juin 2026, les Centres de contrôle des maladies, CDC, du gouvernement américain, sonnaient l'alarme au sujet du virus du Nil occidental qui approche d'un record de cas établi en 2004. Le nombre de cas neurologiques graves est de 10 par année en moyenne aux États-Unis. Cette année, il atteint déjà 38. Cette absence de recherche sur les moustiques du Nunavik est due au fait qu'ils sont généralement considérés comme des nuisances plutôt qu'une menace de santé publique, selon Mme Villeneuve. C'est super désagréable quand on est dehors. Il y en a des milliers, mais ce n'est pas une priorité de la recherche au Nunavik. Mme Koller, du Dartmouth College, estime que le programme québécois de surveillance des moustiques est l'un des rares exemples à suivre. Selon elle, le seul programme adéquat de surveillance des moustiques et des espèces invasives d'insectes en Arctique se trouve au Groenland et date des années 1990. Il y a d'excellents programmes de surveillance dans les tropiques parce que c'est là qu'il y a le plus de cas humains de virus et de parasites transmis par les moustiques, dit Mme Koller. On commence à s'y intéresser dans le sud des États-Unis et de l'Europe, où réapparaissent des maladies comme la malaria, qui avait disparu avec les insecticides modernes. Mais en Afrique, il n'y a pas de programme coordonné de surveillance. Malaria et dengue. Pourrait-on retrouver en Arctique des maladies comme la malaria ou la dengue, qui font un retour en Italie et en France, après avoir été éradiquées au milieu du 20e siècle? On sait que le moustique tigre, qui peut transmettre le virus Zika et celui de la dengue, progresse lentement vers le nord de l'Europe, dit Mme Koller. Il y a peut-être une limite nordique, probablement qu'il ne s'établira pas en Arctique. Depuis 2018, un programme de surveillance du virus du Nil occidental chez les moustiques a été interrompu au Québec, déplore Guy Charpentier, un entomologiste à la retraite qui a longtemps étudié le moustique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a longtemps, il y a même eu un site de surveillance à Poste-à-la-Baleine dans le Nunavik, dit M. Charpentier. Il note que le moustique tigre a été vu en Ontario et dans l'État de New York. Les moustiques n'ont pas besoin de passeport, dit M. Charpentier. Si le virus Zika arrive au Québec, il va falloir des traitements aux insecticides, même s'il n'y a pas beaucoup d'acceptabilité sociale. Oisillons et albédo. Les autres impacts potentiels de l'augmentation du nombre de moustiques en Arctique et de l'introduction de nouvelles espèces concernent la faune. Certains oiseaux migrateurs font leur nid près de mares où il y a beaucoup de moustiques, dit Mme Koller. Mais comme il y a de plus en plus de variabilité dans le climat arctique, la quantité de moustiques est extrêmement variable, ce qui affecte la survie des oisillons. Elle a aussi constaté que l'augmentation du nombre de moustiques peut pousser les caribous à éviter les zones où il y a beaucoup de végétation parce qu'il s'y trouve également beaucoup de moustiques qui les piquent. Cela pourrait affecter
la survie du caribou, malgré l'augmentation de la quantité des plantes dont ils se nourrissent avec le réchauffement de la planète. Et s'il y a moins de broutage par les caribous, il y a plus de plantes et le sol est plus sombre, ce qui augmente l'absorption de la chaleur du soleil, dit-elle. L'effet albédo de la lumière du soleil réfléchie par les sols clairs, par exemple après les premières neiges, avant que la végétation soit complètement recouverte, contribue à abaisser la température arctique. En savoir plus. Source: Dartmouth College. 100 à 250. Nombre d'œufs que produit une femelle moustique chaque fois qu'elle se nourrit de sang. Source: Santé Canada. 295. Nombre de cas de virus du Nil occidental au Canada en 2025. 9. Nombre de morts dus au virus du Nil occidental au Canada en 2025. C'était Un problème de moustiques dans l'Arctique, un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 juillet 2026 dans La Presse. Les moustiques sont-ils attirés par les buveurs de bière? Un texte d'Hélène Thompson, paru le 30 juillet 2026 dans le magazine National Geographic. Des chercheurs se sont intéressés à la façon dont la bière, la crème solaire, l'alimentation et d'autres facteurs sont susceptibles d'attirer les moustiques. Pour un moustique, un festival est un véritable buffet à volonté. Mais une étude qui vient de paraître indique que certains festivaliers pourraient être plus exposés aux piqûres que d'autres. Cette nouvelle étude, publiée sur le site de prépublication d'articles scientifiques BioArchive, parvient à la conclusion suivante. Certains comportements, comme le fait de boire de la bière ou de ne pas mettre de crème solaire, peuvent faire de certains de nous des aimants à moustiques. Si l'article n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation par des pairs, il s'agit de la plus grande étude à ce jour à se pencher sur l'effet de facteurs tels que l'hygiène et l'ébriété sur les préférences alimentaires des moustiques. Quand les moustiques se mettent en quête d'un repas, leur premier réflexe est de flairer le dioxyde de carbone expiré par les humains. La chaleur corporelle et l'odeur peuvent également attirer. Des études ont suggéré que les personnes les plus susceptibles d'être piquées pourraient avoir une communauté microbienne cutanée moins diverse ou bien une prédisposition génétique à être piquées. D'autres analyses portant sur le groupe sanguin ont produit des résultats mitigés. Mais l'exacte recette qui pousse ces buveurs de sang à cibler de malchanceux humains demeure encore mystérieuse. Le fait de comprendre ce qui attire les moustiques n'est pas seulement important pour éviter leurs piqûres qui démangent. Les moustiques sont les animaux les plus meurtriers de la planète, selon les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC. Responsables de la propagation de maladies comme le paludisme, la dengue et le virus Zika, les moustiques représentent une menace considérable pour la santé humaine dans de nombreuses régions du monde. Quand vous dites que vous étudiez le paludisme et en particulier les moustiques, on vous demande parfois « Oh ouais, je me fais toujours piquer, comment ça se fait? » Donc, c'est un sujet que de nombreuses personnes ont à l'esprit, notamment l'été, illustre Sarah Lynn Blanken, biologiste du Centre médical de l'Université Radboud de Nijmegen, aux Pays-Bas, et co-autrice de la nouvelle étude. Qu'est-ce qui fait qu'on devient un aimant à moustiques?
Pour en savoir davantage sur ce qui attire les moustiques, les chercheurs se sont tournés vers l'un des environnements les moins hygiéniques et les plus chaotiques du monde, un festival de musique. Le Lowlands Festival, qui se tient dans une municipalité agricole des Pays-Bas, a un programme permettant à des chercheurs de venir y conduire une expérience pendant les 3 jours que dure l'événement. Ainsi, en août 2023, Sarah Lynn Blanken et ses collègues ont installé un laboratoire de fortune dans des conteneurs maritimes et ont recruté des festivaliers. Chacun d'entre eux remplissait un questionnaire portant sur son sommeil, ses habitudes de douche, son alimentation, son groupe sanguin et sa consommation de substances pendant le festival. Les chercheurs mesuraient également leur alcoolémie à l'aide d'un éthylotest et effectuaient des prélèvements à l'aide d'écouvillons sur la peau des volontaires. Enfin, les participants devaient tendre les bras contre la paroi d'une cage contenant une femelle de l'espèce Anopheles stephensii, tandis que des caméras enregistraient ses mouvements. Une grille percée de petits trous dans chaque cage en plastique permettait aux insectes de renifler les humains sans les piquer. Beaucoup de gens étaient là avec des amis ou bien peut-être un partenaire, et certains avaient déjà cette idée préconçue du style « c'est toujours elle qui se fait piquer » ou quelque chose de ce genre-là. Donc les gens étaient vraiment enthousiastes à l'idée de pouvoir enfin tester ça, explique Felix Holl, biophysicien du Centre médical de l'Université de Radboud à Nimègue et co-auteur de l'étude. Les chercheurs ont ensuite soumis les images enregistrées à un algorithme chargé d'analyser l'intérêt de chaque moustique en quantifiant le nombre de fois où ces suceurs de sang se posaient sur une personne. Des foules se massaient devant les conteneurs et applaudissaient quand s'affichait le score d'attractivité de chaque participant sur un écran à l'extérieur. J'ai été vraiment, mais alors vraiment positivement surpris par l'enthousiasme général, confie Felix Holl. L'équipe s'est rendue compte que les moustiques étaient plus susceptibles de se poser sur les participants. Il y en avait 465 au total, qui disaient avoir bu de la bière ou du vin au cours des 12 dernières heures, consommé du cannabis au cours des 48 dernières heures, évité la crème solaire et avoir partagé leur lit avec quelqu'un d'autre. Les personnes qui n'avaient pas pris de douche récemment profitaient moins des effets protecteurs de la crème solaire et le parfum n'avait aucun effet. Les bactéries du genre Streptococcus, déjà associées par le passé à une plus grande attractivité pour les moustiques, étaient légèrement plus présentes sur la peau des personnes ayant obtenu des scores plus élevés. La bière attire-t-elle vraiment les moustiques? Bien qu'il s'agisse de la plus vaste étude du genre et qu'elle s'intéresse à un large éventail de comportements, Felix Holl et Sarah Lynn Blanken soulignent que le festival ne constituait pas un environnement contrôlé et que les moustiques pouvaient seulement sentir l'avant-bras des participants sans le piquer. Les festivaliers, jeunes pour la plupart, étaient possiblement plus habitués que la moyenne à consommer de l'alcool et à expérimenter diverses substances. Ils avaient aussi un côté un peu fantasque. Un participant est allé jusqu'à se présenter comme un demi-dieu et a dû être exclu en raison d'une faible activité de la part des moustiques. Cette nouvelle étude corrobore néanmoins de précédentes études ayant suggéré que l'odeur, les microbes et la consommation d'alcool étaient susceptibles d'attirer les moustiques. Pour ce qui est de la crème solaire, l'huile ou l'odeur peuvent dissuader les moustiques,
Mais dans le cas de la bière, l'effet est moins tranché. Les personnes, en consommant, pourraient avoir une température corporelle plus élevée ou rejeter davantage de dioxyde de carbone, quoiqu'une précédente étude ait suggéré que cela pourrait ne pas être le cas. Autre possibilité, la bière pourrait être corrélée avec des comportements particuliers qui attirent les moustiques. Peut-être que plus d'alcool implique plus de danse, et donc un corps qui sent plus fort, ou quelque chose de ce genre, avance Félix Holl. Les tendances que les chercheurs n'ont pas constatées sont tout aussi intéressantes, remarque Wendy O'Meara, chercheuse en santé mondiale de l'Université Duke, qui n'a pas pris part aux présentes recherches. Ni l'alimentation, ni le groupe sanguin, deux raisons régulièrement avancées pour expliquer la fréquence des piqûres, n'étaient corrélées à l'activité. Mais il est difficile d'associer un facteur spécifique aux piqûres dont est victime un individu donné et d'en extrapoler des conclusions valables pour les personnes vivant dans des régions où les moustiques transmettent des maladies. L'espèce de moustique utilisée dans l'étude, Anopheles stephensi, peut propager les parasites responsables du paludisme dans des zones urbaines d'Asie du Sud-Est, dans la péninsule arabique et dans des régions d'Afrique. Mais il existe probablement des variations liées aux espèces dans ce qui attire les moustiques. Ils peuvent notamment se spécialiser ou non dans les humains, ainsi que le fait remarquer Félix Holl. À ce stade, éviter la bière ou d'avoir un partenaire dans son lit n'est pas une garantie contre les piqûres. Les manches longues ou les répulsifs anti-moustiques demeurent les options les plus fiables pour se protéger. Si vous ne voulez pas être piqué par les moustiques, je pense que la meilleure chose à faire est de vous protéger et de vous rendre indisponible pour eux, préconise Sarah Lynn Blanken. L'étude confirme une chose toutefois, les moustiques gâchent la fête. C'était « Les moustiques sont-ils attirés par les buveurs de bière ?» un texte d'Hélène Thompson, paru le 30 juillet 2026 dans le magazine National Geographic.